Fallait-il que j'apprécie particulièrement le CERD pour accepter cette proposition un peu dingue qui m'amène ce soir devant vous dans une posture un peu inhabituelle. Et j'avoue que c'est assez impressionnant. Mais comme je suis obéissante, ici, on m'a suggéré de vous parler effectivement de biodiversité, d'optimisme et de transition écologique. Et donc, je vais essayer de vous parler un petit peu des trois. La biodiversité, d'abord, que je qualifierais de catastrophe rassurante. La biodiversité, c'est ce qui m'a donné le courage de quitter le CERD. C'est pas très facile de quitter le CERD. Et en quelques semaines, en même quelques jours, je suis passée des méthaniseurs, des kilowattheures, au castor et au passe à poisson. Changement d'air. Je suis ravie, c'est passionnant, j'apprends plein de choses. Mais comme on ne se refait pas, je vous ai quand même ramené quelques chiffres qu'on doit à l'Observatoire régional de la biodiversité pour partager un peu avec vous. Alors la biodiversité régionale, vous le savez peut-être, vous êtes sûrement de la partie, de près ou de loin, c'est une biodiversité un petit peu moins riche que la moyenne nationale. Pour les végétaux, par exemple, il y a à peu près un tiers des végétaux qui ont été répertoriés en France qui sont présents sur notre territoire, ici en Hauts-de-France. Donc une biodiversité un peu fragile. Et là-dessus, on a des indicateurs un peu embêtants. Un tiers de notre avifaune, de nos oiseaux, sont aujourd'hui menacés. Côté papillons, j'adore les papillons, sur 103 espèces répertoriées dans notre région, il y en a à peu près 38 qui sont menacées ou qui ont complètement disparu pour 12 d'entre elles. Côté artificialisation des sols, pas très bon pour la biodiversité, c'est l'équivalent de la ville de Douai qui passe sous le béton chaque année. Et puis un dernier chiffre qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. Savez-vous de quelle est la part de notre région qui bénéficie d'une protection forte de sa biodiversité? « 0,19 ». Bon, j'arrête là avec les chiffres. Je vous épargne les chiffres nationaux et internationaux parce que c'est largement pire. Donc vous voyez, j'ai l'impression d'avoir été au cinéma, d'avoir changé de salle. Je passais du climat à la biodiversité. Je me retrouve devant un film catastrophe, avec à la réalisation l'humanité, avec un grand H, et son lot de voitures, de pesticides et de béton. Voilà. Effet différent, cause commune, on n'est pas dépaysé. Mais, parce qu'il y a un mais, la biodiversité, c'est aussi des bonnes nouvelles. Des espèces protégées, il y en a beaucoup dans notre pays, dans notre région, en Europe, gagnent vite du terrain. C'est le cas par exemple du castor, du loup, du lynx. Saviez-vous que pour ces espèces, nous sommes un front de colonisation? C'est une bonne nouvelle. Laisser un coin de nature un peu tranquille, un peu protégé, un écosystème retrouve ses équilibres. Calmer les villes, on l'a vu pendant le confinement, un peu moins de voitures, un peu moins de bruit, et hop, il y a des animaux qui pointent le bout de leur nez. Pierre-Henri Guyon, qui est un chercheur spécialiste en évolution, dont je vous recommande la lecture ou l'écoute, c'est vraiment passionnant, nous explique très bien ces phénomènes. Il explique que contrairement aux idées reçues, la biodiversité n'est pas statique, pas du tout. C'est au contraire une dynamique permanente d'évolution des écosystèmes qui se décomposent, qui se recomposent et qui s'adaptent à chaque nouvelle situation, à chaque nouvelle évolution. Pour autant que les évolutions ne soient pas trop rapides. Suivez mon regard. Et donc moi, cette dynamique d'adaptation, je la trouve franchement rassurante. Et cette énergie, depuis toujours finalement, pour moi, elle est communicative. Haute comme trois pommes, j'étais déjà fan de fleurs. J'adorais les fleurs et notamment les toutes petites fleurs. Et je pouvais passer des heures allongée dans l'herbe à regarder la vie qui grouillait au pied des brins d'herbe. Un peu plus tard, c'est les cours de biologie que j'ai suivis en grand nombre qui m'ont laissé sur le flanc. Et vraiment subjuguée devant la complexité du vivant. Avez-vous déjà regardé à l'intérieur d'un cristal de roche l'ordonnancement extraordinaire des atomes? Des microgrammes d'hormones qu'on a dans le ventre
et qui nous rendent fertiles un jour et un peu plus tard extraordinairement patientes avec nos enfants. Et puis, ce qui est aujourd'hui mieux connu, les alliances magiques entre les insectes et les fleurs pour que la reproduction se fasse et que la vie perdure. Bref, mon admiration pour le vivant dans tout ce qu'il a de scientifiquement fascinant, mais de magique à la fois, pour moi, c'est une source inépuisable d'énergie, de confiance, de résistance. Mon conseil santé du jour, si vous êtes atteint d'éco-anxiété ou d'un gros coup de blues, sortez. Allez prendre l'air, allez regarder les fleurs, les oiseaux, les arbres, la fin du jour dans le ciel qui sera peut-être rose, nacré. Allez vous nourrir de tout ça et je vous garantis que ça ira mieux. Et ça fait le lien avec mon propos sur l'optimisme. Comme Patrick Vivray, que j'admire énormément, je pense que l'optimisme est un choix, mais un choix qui ne relève pas de la naïveté, un choix qu'il faut par contre nourrir. Anecdote personnelle, quand j'étais petite, là encore, 7 ans, mes parents ont décidé d'aller vivre en Afrique. Et donc on est arrivé au Nigeria précisément, un peu après la guerre du Biafra. Peut-être que les moins jeunes d'entre vous s'en souviennent vaguement. Là, j'ai vu dans les villes à ma hauteur d'enfant des hommes sans jambes, le tronc posé à même des planches à roulettes, se déplacer en se poussant sur les bras. Ça m'a un tout petit peu marqué. En Afrique toujours, entre Mopti et Bamako au Mali, un peu plus tard, j'ai vu des familles, des hommes, des femmes, s'escrimer dans des champs de coton blanc magnifiques au demeurant, pour produire de la fibre utile à nos t-shirts occidentaux, alors qu'ils n'avaient même pas de quoi manger. Un peu plus tard, c'est René Dumont qui m'a beaucoup marqué, les cours de Marc Dufumier et d'autres profs à l'agro qui ont achevé de me convaincre que nos beaux pays développés, non contents d'avoir un peu pressé le citron pendant la colonisation, avaient réussi à maintenir un peu de pression sur les pays du Sud. J'avoue que cette colère, cette rage contre l'injustice, les inégalités, les guerres, elle s'est fixée depuis l'époque et elle ne m'a jamais quittée. Vous remettez par là-dessus une conscience écologique, je crois, un peu précoce, et vous voyez le tableau. Encore aujourd'hui, je suis vraiment capable de pleurer comme une gamine devant un récit d'une famille afghane obligée de vendre sa petite fille pour survivre, ou devant la vallée de la Roya dévastée par des inondations liées au changement climatique. Bon, alors là, j'imagine que vous vous dites, bon, le fil sur l'optimisme, un petit peu perdu. Mais non, parce qu'en fait, ce que je veux démontrer là, c'est qu'on n'est pas naïf. Et que vous, ici, qui êtes ici ce soir, comme moi, on est largement assez informés, assez documentés pour être rationnellement pessimistes, voire totalement désespérés quant à la marche du monde. Et pourtant, on peut choisir d'être optimiste, résolument, délibérément. Et c'est d'ailleurs le cœur du positionnement du CERD, depuis l'origine, on en a parlé. Traquer les signaux faibles, les signes avant-coureurs, les ruptures positives, faire le pari de la massification, tout ce qui rend ce travail du CERD si désirable. Ce positionnement qu'on doit effectivement notamment à Jean-François Caron, mais à plein d'autres, que je remercierai jamais assez, c'est un positionnement qui nous motive tous, que je trouve indispensable et qui justifie certainement qu'on soit si nombreux ce soir. Mais ce qui m'intéresse en fait aussi, c'est d'aborder la question individuelle, personnelle. Comment on fait pour tenir debout, pour garder le sourire? Comment on fait pour dire à nos enfants que ça va aller? Qu'il reste des solutions. Il faut garder de l'espoir. Je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, il faut qu'on arrive chacun à nourrir ce petit moteur qu'on a au creux du ventre et qui nous fait avancer. Mes ressources à moi, elles sont plurielles évidemment. Il y a la beauté et le plaisir. Il y a l'admiration pour l'intelligence humaine et il y a le collectif. Alors, le plaisir d'abord. C'est Séverine Millet qui nous dit que le plaisir est une arme puissante contre le fatalisme.
Je partage ce point de vue et je l'étends au pessimisme. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de continuer à goûter au plaisir de la vie. La beauté du vivant, j'y reviens pas. Voir grandir mes enfants. Une bonne soirée avec des copains de toujours. Plonger dans un bon bouquin d'Emmanuel Carrère, aller au théâtre, aller au cinéma, voir pousser des fines herbes que j'ai plantées avec mes petites mains au début du printemps. Je revendique le droit de profiter pleinement de ces plaisirs. Évidemment, je le fais d'autant plus facilement que le bilan carbone de ces plaisirs est un peu léger. Admirer l'humain et son lot de philosophie, d'art et de science. C'est mon second moteur. Je pense qu'il n'est pas indispensable d'opposer science et écologie. Alors bien sûr, les réponses technologiques systématiques à des questions qui renvoient avant tout à notre hyperconsommation de ressources, on est OK, ça ne sert à rien. Mais la science, la vraie, celle qui nous permet de repousser les frontières de la connaissance, celle qui demain nous permettra de comprendre enfin comment fonctionne notre énergie, notre cerveau, comment s'orientent les oiseaux migrateurs, comment communiquent les arbres entre eux. Cette science qui nous permettra peut-être un jour enfin de lutter définitivement contre les cancers qui emportent nos proches. Cette science-là, je pense qu'elle peut vraiment être notre alliée dans la transition écologique et énergétique. Anecdote personnelle, je suis récemment tombée raide dingue de Thomas Pesquet. Vous allez me dire, c'est dans l'air du temps, tout ça. En fait, j'ai découvert ce garçon, qui fait quand même partie des plus brillants spécimens de notre espèce, je pense qu'on peut le dire sans hésiter, à travers une bonne BD, pleine d'humour, qui lui est consacrée, et dans laquelle j'ai compris qu'en fait, ce gars-là, il était capable d'une humilité, d'une autodérision, et d'une générosité et d'une bienveillance incroyables, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et un peu plus tard, je l'ai entendu expliquer comment il avait pris conscience, depuis l'ISS, là-haut à 400 km, de l'extraordinaire exception que constitue notre planète pleine de vie au milieu d'un vide intersidéral. Et d'expliquer aussi plus précisément qu'il avait compris que chaque atome qui nous constitue, carbone, hydrogène, oxygène, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la majorité de ce qui nous constitue, on l'avait en commun finalement avec cette planète et le vivant qu'elle porte, qui est constitué des mêmes éléments. Et en fait, on ne fait qu'un avec cette planète. Pas toujours facile à accepter, mais c'est la réalité. Et d'avoir vu boucler comme ça la boucle de la pointe de la science finalement incarnée par ce garçon et des constats naturalistes, presque existentiels, j'ai trouvé ça un peu magique, j'avoue. Et c'était très émouvant. Alors, moi aussi j'ai un peu mon anti-sèche. La troisième ressource qui m'anime, et ceux qui me connaissent le savent, c'est 1 + 1 = 3. J'avoue que j'aime particulièrement le pluriel et la force du collectif. Anecdote personnelle, quand je travaillais à la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, il y a quelques petites années, on se battait pour faire sortir de l'ombre cette filière qui est aujourd'hui devenue bien connue. Et à ce moment-là, on a connu l'épisode de la vache folle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là aussi, ça concerne un petit peu les moins jeunes d'entre nous. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que les consommateurs, à l'époque, qui ont eu peur du prion et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, se sont massivement détournés de la consommation de viande bovine. Et en quelques jours, ils ont fracassé les filières viande, production, consommation, distribution, qui existaient depuis toujours. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas un exemple super marrant, mais moi, ça m'a énormément marqué, parce que j'ai mesuré que finalement, si les citoyens, si les consommateurs massivement changent de comportement, ça pouvait avoir un impact énorme. Alors, évidemment, j'ai d'autres exemples plus sympas de l'intelligence collective, et je sais que vous en avez tous. Pour moi, ça va de la fête des voisins réussie jusqu'à la Convention citoyenne pour le climat. Évidemment, on a tous des exemples de ce type-là qui illustrent la force du collectif et de l'intelligence collective. Et ça fait le lien avec mon dernier propos sur la transition énergétique. Vous allez voir, on est un peu loin de Martin Luther King, même si ses rêves à lui m'accompagnent au quotidien. Mes rêves à moi, ils sont plutôt pragmatiques, j'avoue. Et en fait, ce
que j'aimerais vraiment, c'est que dans nos sociétés, chacun puisse vraiment prendre part à la transition écologique. Chacun avec son identité, chacun avec sa culture, chacun avec sa différence, avec ses compétences et ses incompétences. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on n'y est pas. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser que si on veut qu'une transition écologique soit réellement durable, mais aussi solidaire et juste, on ne peut que la conduire avec les premiers concernés. Les hommes, les femmes, les blancs, mais aussi les noirs, les jeunes, les pauvres, les différents. Où sont-ils dans nos instances ? On n'est pas rendu. Cette ambition, elle suppose donc une transition culturelle, collective mais aussi personnelle, se battre tous les jours contre des préjugés racistes, sexistes, contre les préjugés anti-pauvres, anti-autres finalement. Qui peut garantir n'avoir aucun préjugé sur la capacité d'un pauvre à penser la transition écologique? Qui? Pas moi. Mais l'ambition, elle doit être aussi servie par des outils. Donc là, c'est la partie la plus techno. On m'a dit, pas trop de techno, s'il te plaît. Oui, mais quand même, je trouve que ça a sa place ici. Je pense qu'il nous faut quelques outils clés. Un, des outils pour prendre en charge la complexité si chère à Edgar Morin, un autre de mes maîtres. La transversalité si chère au CERD. Des outils pour vraiment concevoir, évaluer, conduire nos politiques publiques ou privées à l'aune de cette complexité, à l'aune finalement des 17 objectifs de développement durable. On a là un outil puissant, je trouve qu'on ne s'en sert pas assez. Deuxième outil, des bataillons d'animateurs professionnels. On a tous vécu des réunions de parents d'élèves qui n'en finissent pas, des réunions professionnelles mal animées, des concertations publiques qui n'en sont pas. Pour lutter contre ça, il faut vraiment qu'on arrive à reconnaître et à développer le métier de l'animation professionnelle pour avoir à nos côtés des gens qualifiés, sincères, qui orchestreront des débats réellement inclusifs. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et enfin, la troisième idée, c'est un peu ma marotte. C'est vrai qu'aujourd'hui, face à l'urgence dans laquelle on se trouve, je pense qu'il faudrait qu'on puisse trouver à chaque échelle de territoire des vrais espaces de dialogue et de conduite de la transition écologique. On y a déjà pensé, ce n'est pas une idée forcément nouvelle, mais des lieux où réellement chacun pourrait prendre sa part, s'exprimer, décider, pluriel, cadré, mais en même temps très subsidiaire. Franchement, je pense que ça permettrait de changer les choses. D'ailleurs, j'ai déjà des ordres du jour en tête, mais je vous les épargne. Et je m'arrête là. J'aurais pu vous parler de plein d'autres trucs, parce que j'ai plein d'autres choses qui m'animent, les droits de l'homme et de la femme, l'urgence d'une solidarité financière réelle avec les pays du Sud, qui ne payent que trop cher nos choix de développement, ou encore la coopération, qui est à la fois une source de bonheur et de professionnalisme. Mais j'arrête là. Et j'ai juste envie de vous remercier de m'avoir écouté, d'être là ce soir, de continuer à avoir confiance et à agir, et puis d'accompagner la trajectoire du CERD, cette belle trajectoire qui, j'espère, se prolongera largement avec vous pour les 20 ans qui viennent. Bon anniversaire.